Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute. Si vous êtes au téléphone et que vous avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Linda Piazza, directrice à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Linda Piazza, bonjour et bienvenue à ce webinaire de contenu force qui s'intitule Planifier au service de la réussite à long terme. Je suis Linda Piazza, directrice du programme Force et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Dans le cadre de ce webinaire, nous couvrirons les objectifs suivants. Nous passerons en revue ce qui explique la pérennisation d'une pratique ainsi que le rôle prépondérant du leadership. Nous découvrirons comment l'évaluation du degré de préparation peut aider les dirigeants à réussir la diffusion. Et nous tirerons des leçons de l'expérience du CIS Montérégie-Ouest et du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux anciennes équipes force qui proviennent du groupe 12. Tandis que je présente les enseignants de ce webinaire, veuillez utiliser la boîte de dialogue pour vous identifier, ainsi que pour signaler les autres membres de votre équipe qui vous accompagnent le cas échéant. Alors, nous vous présentons nos enseignants pour aujourd'hui. Notre première conférencière sera Christine Quinn. En tant que directrice des programmes à la FCASS, Christine supervise l'élaboration, la prestation et l'évaluation de projets collaboratifs pour l'amélioration de la qualité. Elle a notamment joué un rôle important dans l'évolution de la compréhension et des approches de la FCASS en matière d'appui à la diffusion et à la mise à l'échelle de l'innovation. Elle est diplômée en sciences infirmières, titulaire d'une maîtrise dans l'administration publique et compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Nous entendrons également deux membres d'équipe de projet du groupe Force 12 qui nous parleront de l'évolution de leur projet d'amélioration jusqu'à présent. Nous accueillerons Mélanie Dubé du CIS Montérégie-Ouest. Mélanie qui est directrice qualité, évaluation, performance et éthique. Elle a une formation en sciences infirmières et compte plus de 20 ans d'expérience dans des postes de gestion et de direction. Nous entendrons également le Dr Roberto Boudreau, chef du département régional de médecine générale du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il collabore à de nombreux projets de recherche et siège au comité de direction Compass et Compass Plus, parmi d'autres engagements. Un mot à l'attention de Mélanie et de Roberto à l'effet que Christine vous donnera la parole au moment voulu. Elle fera aussi éventuellement appel à vous pendant le webinaire pour apporter des éclaircissements ou pour répondre aux questions des participants. Le cas échéant, nos téléphonistes réactiveront votre ligne afin que vous puissiez répondre. Comme toujours, nous avons nos productrices ici avec nous au studio de la FCASS, Sheena Powell et Kelly Ripley. Claudine Giroux, responsable de l'amélioration pour Force, m'accompagne également. Alors, bienvenue à tous et à toutes. J'invite à présent Christine Quinn à nous présenter la première partie de notre webinaire. Christine Quinn. Merci Linda. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, puisque nous parlons de pérennité et de diffusion, je voulais commencer par vous rappeler la séance que vous aviez eue avec Laura Lennox lorsque vous étiez à Banff un peu plus tôt cette année en février. Elle vous a présenté le concept de la réussite à long terme. Elle vous a rappelé que la réussite à long terme est un processus. Et bien qu'on le voit souvent comme un processus séquentiel et linéaire, c'est tout sauf cela. Il y a beaucoup de difficultés à anticiper. Et d'ailleurs, l'amélioration pérenne est un processus dynamique. C'est-à-dire que tout le monde qui participe doit avoir la capacité de suivre et de modifier les activités en réaction aux défis et aux opportunités qui se présentent au fil du temps. Alors, on vous a présenté un outil développé par Laura. J'adore cet outil. L'outil sur la pérennité ou la réussite à long terme. J'aime les outils simples à utiliser, qui sont faciles à comprendre, mais vous rappellerez peut-être qu'il y avait 12 facteurs clés qui se trouvent dans 3 grands blocs. Le bloc personne, ou ressources humaines, le bloc pratique et ensuite le bloc milieu, qui ont tous une influence sur la pérennité ou la réussite à long terme.
Alors, vous avez eu l'occasion de vous servir de l'outil lorsque vous étiez à Banff. On a cumulé les scores et voici ce que nous vous présentons à l'écran à l'heure actuelle. Alors, lorsque vous regardez les graphiques, vous voyez facilement qu'il y a des domaines où vous avez d'excellents résultats. Par exemple, prenez l'engagement au service de l'amélioration. Là, vous êtes très bien et bien dans toutes les équipes. On sait à la lumière de la littérature scientifique que c'est très important pour la réussite à long terme. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Mais il y a d'autres domaines où il y a des défis. Vous avez identifié certains besoins. Regardons par exemple la participation des parties prenantes. Un grand nombre d'entre vous avez noté que vous avez une bonne participation. Et d'ailleurs, j'étais très heureuse de voir la participation de vos patients partenaires. Mais certains ont identifié des lacunes. Par exemple, vous avez signalé qu'il y a des membres de l'équipe qui ne se sentent pas encore capables de donner leur rétroaction. Alors ça, c'est une occasion pour vous en équipe d'examiner ce résultat, de tâcher de le comprendre davantage pour veiller à ce que tous les membres de l'équipe contribuent à hauteur de leur capacité à votre projet. D'autres domaines que vous avez identifiés sur le plan des compétences et capacités, ça c'est un autre problème, un risque pour la moitié des projets. Vous avez identifié le besoin de formation supplémentaire, entre autres en amélioration de la qualité, et identifié que vous vouliez davantage d'informations pour le personnel de soins directs et que cela commençait à peine. Dans un moment, nous allons parler de ce que j'appelle la hiérarchie des idées de changement. Globalement, veillez à ce que les gens qui mettront en œuvre un changement de pratique ont les capacités de le faire. C'est un élément fondamental. Il y a d'autres difficultés que vous avez signalées, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que cet outil est conçu pour vous donner une plateforme qui vous permettra d'apprendre les uns des autres, amorcer des discussions et vraiment suivre l'évolution de votre projet au fil du temps. Rien n'est statique. Je reviens à ce qu'on disait dans la diapositive suivante, ou précédente plutôt, rien n'est linéaire. Donc, il est important que vous utilisiez tous les outils de la trousse d'outils. D'ailleurs, je vous encourage à vous servir de l'outil sur la pérennité à long terme fréquemment. Laura propose que vous le fassiez trimestriellement, en équipe. Donc, alors voyons ensemble, est-ce que vous vous êtes servi de l'outil de pérennité à long terme? Donc, avez-vous utilisé les résultats depuis que vous l'avez rempli en février dernier pour faire votre planification sur le long terme? Bon, voilà qui est encourageant. Et avez-vous l'intention de le remplir une deuxième fois? Il y en a certains qui l'ont déjà utilisé une deuxième fois. 3/4 même des gens qui l'ont utilisé une deuxième fois. Alors voilà, c'est une excellente nouvelle. Un peu plus tard, vous entendrez des collègues d'un groupe précédent qui vous parleront de leur cheminement le long de ce parcours de la diffusion et de la pérennité. J'espère que vous pourrez appliquer ces leçons à votre situation également. Alors, tandis que vous pensez à pérennité, votre rôle en tant que leader et le travail que vous faites dans le cadre du programme Force signifie apporter des changements qui sont des améliorations, parce que tous les changements ne sont pas forcément des améliorations, qui soient fiables et où les gains puissent être maintenus. Ce qui signifie que votre rôle comme leader, comme dirigeant, est de comprendre ce qui favorise la fiabilité et la reproductibilité, qu'il est important que les gens estiment que la pratique est dans l'ordre des choses et aussi que c'est leur responsabilité de la porter. Alors, il importe que vous veilliez à ce que la chose à faire soit facile à faire. Donc, il faut que ce soit standardisé dans les fonctions. Alors, on peut penser à la schématisation des processus qui donne l'occasion d'identifier ce qui se produit et de voir où il y a du gaspillage, par exemple. Cela peut être particulièrement utile. Il y a un petit moment, j'ai évoqué une pyramide d'idées de changement. J'aime beaucoup cette pyramide car elle identifie
une kyrielle d'idées de changement que l'on met généralement en place lorsqu'on veut apporter des améliorations dans l'ordre de leur efficacité. Donc tout en haut, ce sont des choses plus efficaces au niveau systémique que celles qui se trouvent en bas. Je partage cela avec vous car, surtout en santé, souvent, on passe tout de suite à la sensibilisation et la formation. C'est généralement notre idée de changement. Et bien que ce soit absolument crucial que les gens qui doivent apporter une pratique comprennent ce qu'on attend d'eux, comprennent ce qu'est ce changement, la sensibilisation et la formation à elles seules ne permettront pas de pérenniser un changement. Un peu en haut de ça, vous voyez règles et politiques. Tout le monde comprend aussi que les politiques à elles seules ne pérennisent pas les changements de pratique. Lorsqu'on réunit sensibilisation et formation avec les règles et politiques, c'est un peu mieux, mais vous voyez que plus on monte, on escalade la pyramide, plus on est efficace. Donc, on cherche à simplifier, à standardiser, à créer des listes de contrôle, des aides-mémoires. Et il y a aussi parfois des champs obligatoires. Par exemple, vous pensez à un formulaire. Si jamais vous omettez un champ, le logiciel vous rappellera qu'il faut le remplir. Alors, nous avons des gens qui nous signalent, merci d'ailleurs, je voulais vérifier auprès de vous, quelles activités mettez-vous en œuvre dans le cadre de votre projet d'amélioration? Alors, je suis très heureuse de voir que vous vous servez de ces stratégies qui se trouvent en haut de la pyramide. Alors, les questions touchant davantage l'automatisation et l'informatisation. La première étape est toujours de simplifier et de standardiser le processus. Ça, c'est absolument essentiel. Vous devez éclaircir le processus avant de pouvoir passer à l'automatisation et à l'informatisation. Alors, gardez cela à l'esprit tandis que vous mettez en œuvre votre projet d'amélioration. Alors, à présent, nous allons passer à l'évaluation du degré de préparation qui peut vous aider à bien réussir la diffusion. J'aime beaucoup cette citation parce que le contexte importe beaucoup. On ne conçoit pas les choses en vase clos. D'ailleurs, l'amélioration doit évoluer, s'adapter au fil du temps afin de toujours donner les mêmes gains. Pour maintenir la cadence de nos environnements qui évoluent eux aussi très rapidement. Alors, voici un nouveau sondage. On va voir si ça va un peu mieux que la fois précédente. Alors, vous pensez à votre expérience de travail dans ce contexte. Vous avez, par exemple, essayé une pratique qui peut avoir très, très bien fonctionné dans un domaine. Vous l'avez essayé. Vous avez essayé de prendre cette excellente idée qui venait, par exemple, d'une autre unité ou alors même d'une autre installation. Quels sont certains des défis auxquels vous avez été confrontés? Prenez un petit instant et répondez à la question. Partagez certains de ces défis, certaines de ces difficultés avec nous sur le tableau blanc. Alors, d'excellentes idées, bon, temps, ressources, résistance au changement pour certains groupes, pour les médecins et le personnel. La lassitude par rapport au changement, oui, de nouveau une excellente idée. On va parler un peu de cela lorsqu'il sera question du degré de préparation à la réception d'une amélioration. Soutien des dirigeants, tout à fait. Adhésion aux dirigeants, même genre de thème.
Et dans les équipes interprofessionnelles, cela peut également être difficile. Si vous essayez de gérer les relations au sein de ces équipes et que vous avez aussi des priorités qui sont en concurrence. Alors, beaucoup d'obstacles qui sont très communs. Alors, nous allons passer à la diapositive suivante. Alors, lorsque vous pensez aux pratiques de diffusion, il y a certaines phases à prendre en considération. D'abord, le degré de préparation de votre organisme à diffuser l'amélioration. Là, il s'agit de déterminer ce que vous voulez diffuser, il s'agit d'établir une vision et de planifier avec la finalité à l'esprit et d'aligner tout cela sur votre stratégie organisationnelle. Ensuite, la prochaine phase vise à développer, mettre en œuvre votre plan. Cela signifie déterminer l'approche, les ressources, faire des essais et identifier comment vous offrirez du soutien pendant la mise en œuvre. Alors, il y a certains facteurs très importants à garder à l'esprit qui ont une influence sur la diffusion de nouvelles pratiques. Entre autres, la mesure dans laquelle les gens conviennent que la pratique est importante et l'autre est la mesure dans laquelle on a la certitude que la pratique est reproductible et aura un impact sur les résultats. Alors, vous pouvez vous servir de cette information pour éclairer l'approche que vous devez prendre pour diffuser une pratique. Par exemple, s'agit-il d'une approche faites-le, parce que c'est simple et que ça s'aligne bien sur votre stratégie? Ou est-ce quelque chose qui doit être perçu comme une innovation qui doit se faire de manière progressive, tandis que vous l'appliquez de site en site, étant donné la complexité de cette innovation, par exemple? Plus l'effort est simple, plus c'est aligné entre les parties prenantes et plus la pratique est claire, plus ce sera facile. Plus le groupe est diversifié, plus le changement est complexe, plus ce sera difficile de diffuser, moins il y aura de clarté. Alors, réfléchissons à votre projet d'amélioration à présent. Où le mettriez-vous sur le plan du degré, dans la mesure dans laquelle on estime que la pratique est importante et la mesure dans laquelle on estime que il est certain qu'on peut la mettre en œuvre? Je vous donne un petit moment pour y réfléchir. Et d'ailleurs, c'est un autre moyen de voir votre projet d'amélioration. Cela vous aide aussi à comprendre des choses comme la complexité de votre projet et l'approche que vous devrez utiliser tandis que vous passerez d'un site à l'autre. Parfois, vous déployez en vague, vous avez une méthode progressive, vous allez peut-être commencer par 5 sites, puis 10 sites, puis ensuite l'ensemble des sites. Alors, il semble que vous êtes plutôt du côté complexe. Vous n'êtes pas du côté chaotique, mais pas tout à fait du côté très clair, c'est-à-dire faites-le, c'est assez simple. Bien. Alors, vous vous trouvez à peu près tous au même endroit. Alors, nous continuons. Je voulais signaler que, à ce stade, vous comprenez sans doute comment ces concepts convergent. Surtout dans les modèles précédents, quand on vous présentait le modèle de l'amélioration fortement susceptible d'être adopté. Regardez le modèle ici où vous voyez la perception des travailleurs. Ici, on s'aligne parfaitement sur ce qu'on disait il y a un petit moment, c'est-à-dire que la complexité et l'approche importent lorsque vous pensez à la diffusion. Alors aujourd'hui, nous allons continuer d'évaluer deux autres concepts très importants que vous devez avoir dans votre trousse. Alors, le degré de
degré de préparation de la pratique elle-même à diffuser et aussi le degré de préparation du site à recevoir cette amélioration. Alors, nous voici. Un peu plus tôt, vous avez identifié certains obstacles que vous avez constatés, par exemple soutien des dirigeants, équipe interdisciplinaire, lassitude par rapport au changement. Le degré de préparation de la pratique elle-même est important. C'est-à-dire, vous devez être sûr que la pratique peut être mise en œuvre dans un site comme dans les précédents. Il s'agit d'un plan de mise en œuvre et de diffusion. Vous devez penser à la mise en œuvre en songeant à la diffusion ultérieure. Je le dis parce que souvent, comme dirigeant, on est tenté, on est vraiment emballé de passer à l'intégration complète parce que c'est une excellente idée, ça a bien marché ailleurs et honnêtement, si ça a épargné de l'argent, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas partout? C'est très, très important que vous preniez le temps, que la pratique elle-même soit prête à être diffusée et que vous ayez pensé à l'avance à l'adaptation et au soutien à sa diffusion. Alors, Kaiser Permanente a évalué ou même élaboré les degrés de préparation à la diffusion de la pratique et on les a adaptés. Alors ici, cet outil, vous avez des questions qui vous permettent de classer votre projet, un peu comme l'outil de pérennité à long terme. Et c'est conçu pour être rempli par tout le monde dans l'équipe, dirigeants, prestataires de soins, et ensuite vous en parlez. Vous faites un retour sur les résultats. Voici un exemple de ça, à quoi ressemble l'outil. Chaque section de l'évaluation vous demande d'évaluer votre initiative dans le cadre de questions. Alors, la première chose, d'abord, est-ce que la pratique fait ce que vous espériez? Est-ce qu'elle fonctionne? C'est-à-dire, avez-vous des données de rendement? Pouvez-vous attribuer ces données de rendement à la pratique elle-même? L'outil lui-même vous demande tout simplement de classer de 1 à 4, de donner une note de 1 à 4, de sorte que vous puissiez comparer vos résultats au fil du temps. C'est un peu similaire à l'outil de pérennité à long terme. Ne vous inquiétez pas de la note, c'est simplement une façon d'amorcer la conversation. Alors d'abord, est-ce que la pratique fonctionne? Alors, vous inscririez un numéro ici, par exemple. Ensuite, comment fonctionne-t-elle? Ici, c'est assez évident, mais je présume que vous vous êtes trouvé dans des situations où vous avez eu du mal à décrire une pratique succinctement. Ayez des composants clés identifiés à l'avance. Y a-t-il des conditions qui doivent être en place? Est-ce qu'un travail préparatoire est nécessaire? Y a-t-il des obstacles et les avez-vous identifiés? C'est là que vous examinez ce genre d'informations. Ensuite, est-ce que ça marchera ailleurs? D'abord, est-ce que l'idée originale est pérenne? C'est la raison pour laquelle on a parlé de l'outil de réussite à long terme. Alors, le site original a-t-il permis de pérenniser la pratique? Y avait-il des conséquences inattendues? Et enfin, est-ce que c'est diffusable? C'est ici qu'on examine de nouveau la complexité de l'idée, mais aussi qu'on envisage des choses comme est-ce que vous avez une trousse de changement qui comprend tous les outils, toutes les ressources dont les gens ont besoin? Avez-vous les ressources dont les gens ont besoin pour soutenir la mise en œuvre? Il s'agit de créer des conditions gagnantes à la réussite. Ce qui aurait pu marcher dans votre projet pilote peut exiger des ressources additionnelles lorsque vous passerez à la diffusion. Alors cet outil vous donne une occasion d'y réfléchir. Alors,
il est important de remplir ces outils en équipe. Il est important de se rappeler que, comme dirigeant, on a souvent une perspective différente du personnel de première ligne. Alors, il est important de faire appel à tous les niveaux de l'organisme. Et c'est également très important de reconnaître que ce n'est pas une évaluation feu vert, feu rouge, passage échec. Non, il s'agit plutôt de préparer le terrain et identifier les risques à l'avance. Alors, je m'arrête ici et je vais céder la parole à Mélanie Dubé, qui partagera l'expérience de son équipe à la lumière de son projet. La parole est à vous, Mélanie. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Ça me fait plaisir de vous partager un peu notre expérience à travers notre projet dans la cohorte 12. Nous, on a travaillé un projet qui s'intitule Une approche de soutien aux proches aidants en contexte de soins de fin de vie à domicile. Je vous dirais, dans le processus, ce titre-là est venu quand même un peu plus tard dans la démarche parce que justement, l'élément le plus important aussi par rapport à la pérennité, c'est dès le départ de bien identifier la problématique qu'on souhaitait adresser. Nous, dans le cadre de notre projet, c'était vraiment, on avait des préoccupations par rapport aux souhaits des gens qui sont en contexte de soins de fin de vie, de pouvoir décéder à domicile selon leurs souhaits. Et c'est ce qu'on voulait aller regarder, pourquoi on n'y arrivait pas à respecter ce souhait-là des gens. Donc, dès le départ, ce qu'on a fait pour un petit peu plus savoir sur quoi on travaillerait dans cette problématique-là, on a fait un peu une voie du processus, un peu ce qui ressemble à ce qui a été vu tout à l'heure, le diagramme transfonctionnel, où on a regardé le processus de dispensation de services en soins palliatifs à domicile, comment il s'effectue. Et on a aussi regardé qui sont les parties prenantes qui rentrent en ligne de compte dans la dispensation des services dans ce processus-là. Donc, nos parties prenantes, on a regardé nos intervenants, nos professionnels, nos médecins, surtout les usagers concernés. Donc, on est allé via sondage, aussi des rencontres, questionner les gens et aussi, surtout, les proches aidants pour avoir leur point de vue à eux. Et évidemment, ça nous a permis d'identifier certaines opportunités, des fois peut-être aussi des moments de gaspillage dans notre processus et plus concentré sur quoi notre projet allait s'attaquer. Et c'est sûr qu'au départ, la problématique, on s'est questionné, est-ce que c'est une problématique qui est vraiment unique à nous, pour notre établissement, ou c'est vraiment quelque chose qui se retrouve aussi ailleurs. Et effectivement, c'était dès le départ, on savait que c'était un élément sur lequel, c'était une priorité pour le ministère de la Santé au niveau de la province du Québec, cet élément-là. C'est une cible qui faisait partie de la planification stratégique. Et aussi, par le fait même, en analysant, en regardant certaines données de recherche, on a pu voir que c'est une problématique quand même qui est non seulement à la province du Québec, le Canada, mais aussi mondiale. Le faible pourcentage de réalisation de ce souhait-là de décéder à domicile est très, très faible. Donc, c'est vraiment les éléments sur lesquels on s'est attardé, puis qui ont été probablement des éléments clés pour le potentiel de diffusion que notre projet pouvait avoir par la suite. Dans l'évaluation de notre projet, je vous dirais un élément de force a probablement été la simplicité. On est parti de quelque chose à partir de nos structures déjà existantes, à partir de nos professionnels qui sont déjà là. Il y avait quand même un petit élément, puis je ne l'ai pas mis dans les forces ou les lacunes, mais il y avait quand même un petit élément d'innovation qui arrivait.
c'est que notre approche, on a un atelier qui est destiné aux proches aidants et qui est co-animé par un professionnel et un proche aidant partenaire. Donc ça, ce bout-là, c'est un élément d'innovation qui s'ajoutait, mais au niveau de la réalisation dans notre projet, c'est déjà des choses que nos professionnels faisaient régulièrement, des rencontres de groupe avec les usagers ou tout autre. Fait que ça a été un élément aidant. Problématique partagée, je vous en ai parlé précédemment. Bien évidemment, oui, nous, on avait cette problématique-là, mais on a vu aussi qu'à bien d'autres endroits, la problématique était partagée. Dans les lacunes ou plutôt les améliorations possibles, en tout cas, sur lesquelles on a dû s'attarder et je vous dirais, on doit encore s'attarder aujourd'hui. Donc, rassurez-vous, le projet FORCE, des fois, c'est aussi un projet à plus long terme que juste le moment où on fait le programme. Bien évidemment, le recrutement des proches aidants partenaires. C'est un contexte de soins qui est quand même particulier, les soins de fin de vie. Donc, c'est sûr qu'on recherche des gens qui ont, oui, un savoir expérientiel en lien avec l'accompagnement en fin de vie, mais aussi qui doivent être rendus dans une étape au niveau de leur processus de deuil où là, ils sont prêts à peut-être partager leur expérience. Donc, c'est sûr que ça a été un défi un petit peu pour nous de trouver ces gens-là. L'autre élément, je vous dirais, la capacité de l'organisation, puis ça a été nommé aussi précédemment, des fois, notre projet, c'est notre projet, c'est notre bébé. On y a mis beaucoup d'efforts, de cœur et il y a aussi beaucoup d'autres priorités de l'organisation qui arrivent en même temps. Et des fois, ça peut être difficile dans la diffusion ou un versus l'autre, et des fois les ressources aussi qui sont limitées. Donc, c'est sûr que c'est des éléments auxquels on est toujours confronté. L'autre élément dans le cadre du projet, puis qui est vraiment porteur sur la pérennité, je vous dirais, c'est les rôles et responsabilités des membres de l'équipe FORCE. Nous, c'est sûr que comme participants aussi, on a un rôle dans l'organisation et tout dépendant où on siège dans l'organisation, c'est vraiment important, puis ça peut être porteur pour la pérennité. Exemple, nous, dans notre équipe, on avait des membres qui siègent au comité de direction de l'organisation. On a un autre membre qui siège au niveau de la table régionale en médecine générale, au niveau des médecins de première ligne. On avait aussi 2 participants qui siégeaient aussi au niveau de table, au niveau ministériel. Donc, c'est sûr que c'est des opportunités où on pouvait pousser un peu notre projet, puis emmener par rapport à la diffusion, puis à la pérennité. Puis dans l'optique où on siège pas comme membre, où on siège pas à ces instances-là, c'est sûr qu'il faut développer un lien avec un porteur qui siège à ces endroits-là. Puis je vous dirais, par exemple, dans notre projet, c'est sûr que l'arrimage, on a fait l'arrimage beaucoup avec notre président directeur général parce que lui siège à une autre table au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, il faut se trouver un porteur là, au niveau des instances stratégiques là, pour bien porter le projet. Les leçons retenues, je vous dirais aussi, il faut bien considérer le contexte, les efforts que ça demande, les bénéfices, les enjeux dans le choix du projet à mettre en œuvre. C'est des choses sur lesquelles, je vous dirais, les idées avec lesquelles on pensait au départ attaquer la problématique, à presque 95%, on n'est pas allé là dans notre projet finalement, soit pour toutes sortes de raisons, parce que le contexte se prêtait pas, parce que par manque de ressources, et on est allé vers d'autres choses, mais on s'est beaucoup rattaché aussi à ce que les gens, par rapport à la voix des parties prenantes, ce que les parties prenantes nous ont dit aussi pour adresser certaines choses.
communiquer, communiquer et toujours communiquer, et je vous dirais encore communiquer. Aujourd'hui, si on regarde, nous, 2 ans après la fin du programme, ben c'est sûr qu'on a encore des éléments où il faut raffiner dans la communication. C'est vraiment un élément, c'est tant communication à l'interne dans votre organisation qu'à l'externe aussi. Et plus on s'en va dans un niveau de diffusion plus grand, plus cet élément-là sur la communication externe est hyper important. La capacité de s'adapter, mais sans dénaturer le projet. C'est sûr, quand le projet, on le part à une échelle projet dans un endroit très circonscrit, puis le programme Force nous oblige à ça, hein, vraiment là, très circonscrire à petite échelle. Et là, c'est sûr que quand on diffuse à plus grande échelle, ben ça se peut que dans l'autre secteur, ben là, on va vouloir changer des choses, on va vouloir selon leur contexte. Et il faut aussi que le projet puisse avoir cette capacité-là de s'adapter, mais sans nécessairement en changer le fondement, là. Les mesures de suivi, je vous dirais, ça c'est un élément sur lequel, pourtant, je m'occupe de la direction de la performance, ça aurait dû être un plus dans notre projet, mais c'est un élément sur lequel là, on aurait dû mettre un petit peu plus d'emphase dans notre projet parce que ça nous amène un argumentaire, ça permet d'emmener un argumentaire très objectif par rapport à ce que le projet vient permettre. Et quand on est justement dans la diffusion, ben c'est souvent des éléments là, qui nous aident à sortir. On est moins dans l'émotif parce que c'est sûr que le sujet que nous on traitait, c'est quelque chose où il y a quand même beaucoup d'émotivité, mais ça venait emmener une contrebalance là, intéressante. Puis saisir les opportunités de rayonnement ou de diffusion, tant à l'interne à l'externe, ben ça demande du temps. Mais plus vous le prenez, ce temps-là, plus facile après, ben c'est un gage là, pour la pérennité. Et ça, ben il faut le mettre, ce temps-là, surtout quand on y croit à notre projet puis aux bénéfices qu'il peut apporter. Les prochaines étapes, nous, dans le cadre de notre projet, ben écoutez, on a fait une présentation auprès du comité de gestion réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux. On va partager, on a monté un coffre à outils de nos ateliers qui sont déjà montés, un coffre à outils qui va être offert à l'ensemble des établissements au Québec et tout autre établissement qui nous en fait la demande aussi, on fait ce partage-là. On s'est aussi inscrit en appel de projet de partenariat avec les usagers et leurs proches aidants. Pour lequel on a obtenu un financement, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une ressource qui va aider à justement travailler des éléments sur lesquels on jugeait qu'on avait un petit peu plus de lacunes, les mesures de suivi, la communication, accentuer la communication aussi auprès de la population. Et peut-être éventuellement, nous verrons si un projet de recherche si ce projet-là aboutira sur un projet de recherche éventuellement. Donc, voilà. Des questions? Christine Quinn. Merci Mélanie. Alors, nous allons donner quelques instants à nos participants pour saisir des questions. Le Yukon demande comment on peut obtenir votre trousse d'outils que vous aviez créée. Comment peut-on vous en présenter une demande? Mon adresse disponible sur le site, on vous la transmettra. Christine Quinn, merci Mélanie. On pourra peut-être aussi partager cela sur le bureau virtuel si d'autres personnes sont intéressées à obtenir
cette trousse d'outils. Nous avons d'autres personnes qui observation. Je suis vraiment contente de vous entendre dire que votre projet a beaucoup évolué. Et vous avez insisté sur le fait que l'amélioration s'adapte au fil du temps et qu'il faut vraiment être prêt à évoluer avec le projet. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez fait participer les parties prenantes. Moi aussi, je me ferai l'écho de l'importance de la communication. Vous avez clairement expliqué à quel point c'est important de mesurer également. C'est vraiment essentiel de pouvoir montrer la réussite que l'on a et d'indiquer que c'est grâce à votre projet que ces résultats sont justement visibles. Alors, nous avons une autre question d'un groupe. Donc, alors, Mauricie, Centre du Québec, qui dit, est-ce que vous avez des mesures ou des résultats par rapport à votre projet? Oui, on en a quelques-unes. C'est sûr qu'au départ, on avait visé certains éléments, comme entre autres, le nombre de visites à l'urgence post-participation aux ateliers, parce que ce qu'on souhaitait, c'est plus on habilite les proches aidants, moins on risque d'avoir, exemple, une visite à l'urgence pour un problème avec la personne qui les accompagne. Mais on s'est buté, comme vous le savez, au Québec en 2015 avec la réorganisation du réseau, on s'est buté à beaucoup de difficultés avec nos systèmes d'information. Donc, ça nous a demandé vraiment d'user de beaucoup de créativité pour aller chercher certaines données. Puis, comme on ne pouvait pas garantir la fiabilité des données, c'est pour ça qu'on veut reprendre là avec certains indicateurs qu'on s'était ciblés dans le cadre du projet. Christine Quinn. Merci, Mélanie. Nous avons une autre question qui nous provient de Julie Lauzon. Julie qui dit, avez-vous réussi à implanter un système de mesure avec des indicateurs de suivi au sein de votre organisation en lien avec votre projet? Bien, dans notre organisation, on fonctionne, on a déployé le système de gestion par salle de pilotage. Donc oui, on a une salle de pilotage stratégique qui est au comité de direction pour lequel notre projet était inscrit et chacun, je vous dirais, chacun des projets force qu'on soutient dans notre organisation est automatiquement inscrit dans la salle de pilotage stratégique. Oui, on avait un indicateur à ce moment-là sur le suivi de notre projet. Puis, l'indicateur qu'on suivait, c'était la cible qu'on a au niveau de l'entente de gestion sur le pourcentage de décès à domicile de la clientèle suivie en soins de fin de vie. Et ça se déclinait aussi dans la salle tactique de la direction SAPA qui s'occupe des services en soins palliatifs. Et là, on est au moment, actuellement, je vous dirais, on est à déployer dans les différents secteurs, plus au niveau de tableaux opérationnels sur des éléments de suivi en lien avec le projet. Comme genre exemple, le nombre d'inscriptions de proches aidants aux ateliers, c'est un indicateur qu'on suit actuellement pour voir un peu le niveau de diffusion. Et là, on continue toujours. On est dans la poursuite de ces éléments-là. Christine Quinn, merci. Merci, Mélanie. Vous avez vraiment évoqué beaucoup d'éléments qu'il faut envisager lorsqu'on veut diffuser une innovation. Et j'ai l'impression que vous avez fait d'ailleurs un travail formidable et qu'effectivement, vous rejoignez ces parties prenantes importantes. Et c'est emballant de voir que vous avez justement créé une trousse d'outils qui est vraiment très importante. Excellent travail. Et vous avez également fait un excellent travail en permettant d'établir
établir la suite de ce webinaire sans même le savoir. Vous avez parlé du fait qu'une des choses qu'il faut envisager, c'est effectivement la lassitude par rapport au changement. Comment savoir quel projet diffuser? Ce qui me mène à la prochaine partie de notre exposé. J'aimerais que vous répondiez à cette question. À combien de reprises avez-vous été justement le public visé par un autre nouveau projet? Et qu'avez-vous pensé du timing? Le moment était-il propice à la réussite du projet? Bon, alors c'est formidable. Dans bien des cas, nous apprenons l'existence d'un nouveau projet qui s'annonce, mais est-ce que c'est un projet qui arrive à point? Est-ce que le moment est propice? Ben, les 2/3 ou les 3/4 répondent que c'est peut-être pas 100%, ça ne tombe peut-être pas 100% à pic. Même si c'est une idée fantastique et que ça excite beaucoup certaines personnes, est-ce que c'est le bon moment pour notre organisation de le mettre en œuvre? Alors, passons à la prochaine diapositive. Et nous allons justement aborder la question comment comprendre le revers de la médaille quand on veut diffuser une innovation. Il s'agit de déterminer si un site est prêt à recevoir l'innovation. C'est tout aussi important que de déterminer si la pratique est prête à être diffusée. Vous avez peut-être réuni tous les facteurs pour réussir la diffusion, mais il y a le revers de la médaille. Cet outil d'évaluation est très semblable à l'évaluation de préparation à diffuser, est noté de la même façon, mais il s'adresse au site récepteur qui le remplit pour déterminer s'il est prêt à prendre en charge une nouvelle pratique. Alors, tout comme l'évaluation de préparation à diffuser, ce n'est pas tout ou rien, ça vous permet de réaliser une planification réaliste en fonction des attentes. S'il y avait plusieurs sites possibles dans lesquels vous envisagez de diffuser votre pratique, vous pourriez utiliser cet indicateur pour déterminer dans quel ordre la pratique serait diffusée dans les divers sites. S'il y a des obstacles potentiels à la réussite, la haute direction pourrait en être informé. Vous avez une idée réaliste de l'aspect évoque des facteurs importants comme l'harmonisation avec les visées de la haute direction. Donc, est-ce que ça correspond à ce qui intéresse votre organisation? Ensuite, l'infrastructure d'adoption. Par exemple, est-ce que vous avez les compétences de gestion de projet au sein de votre organisation? Est-ce que vous êtes en mesure de mettre en œuvre des programmes d'éducation? Est-ce que vous avez d'ores et déjà une infrastructure au sein de votre organisation qui peut prendre en charge encore un programme de formation? Car il faudra une formation pour que tout le monde comprenne le changement de pratique. Et c'est là où vous devez vraiment vous demander, est-ce que nous avons les processus, nous avons les structures en place pour la mesure et le suivi? C'est cela qui nous permettra après tout de déterminer si nous réussissons. Et un autre facteur clé, c'est la culture organisationnelle. Dans quelle mesure êtes-vous culturellement préparé au changement? Il y a des organismes qui adorent le changement, qui en redemandent, et leurs équipes sont vraiment en veulent. Il y a d'autres organismes qui sont allergiques au changement, hermétiques au changement. Donc, il faut vraiment comprendre la culture de votre organisation. Et puis, est-ce que vous disposez des ressources opérationnelles? Est-ce que vous avez le personnel? Est-ce que vous avez les locaux? S'il faut de la technologie, avez-vous la technologie? Donc, il s'agit de passer en revue ces éléments spécifiques. Encore une fois, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de chacun de ces écrans, mais vous voyez que l'outil est noté de façon très semblable. Alors, il ne s'agit pas donc de tout ou rien, réussite-échec. Il s'agit de vérifier que vous avez réuni les conditions de la réussite. Et cela vous permet, par exemple, d'établir des priorités parmi les éléments que vous voulez diffuser. Si vous songez à une idée absolument formidable, mais qui exige une infrastructure nouvelle, peut-être que vous pourriez travailler en arrière-plan sur cette initiative, mais entre-temps, en mettre une autre en œuvre tout de suite qui, elle, n'exige pas d'infrastructure. Donc ça pourrait vous aider à établir des priorités. Cet outil suscite une bonne discussion à ce sujet. Alors je m'arrête et nous allons à présent donner la parole
au Dr Roberto Boudreau, qui va nous faire part de son expérience et de celle de son équipe. Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de m'inviter. C'est un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui. Alors, je suis très content de présenter notre projet, qui est un projet d'accompagnement en cancer pour des patients qui ont un diagnostic de cancer potentiellement mortel et qui sont pris en charge dès le diagnostic. Donc, notre projet s'appelait ACCEPT. ACCEPT pour accompagnement, communication, compréhension via l'expérience patient. Et ce projet-là, nous l'avons fait pendant notre formation force avec Sylvie Massé, Isabelle Bouliane et Nancy, qui sont 3 infirmières. Moi, je suis médecin de famille. Actuellement, je suis dans mon bureau à Saint-Félicien, dans GMF Les Myrtilles-du-Lac, où on a implanté le projet. Donc, ce qui est important quand on veut implanter un projet, tout d'abord, ça prend des données probantes, ça prend une compréhension commune et c'est ce que nous avons fait. Cette compréhension commune-là nous permet de faire une bonne diffusion auprès de nos partenaires et de nos directions. Ce sur quoi on s'est attardé au départ, c'est la définition des soins palliatifs. Les soins palliatifs, on sait tous que a plutôt une connotation un peu péjorative. Les gens voient les soins palliatifs comme des soins de fin de vie, alors que le diagnostic réel de soins palliatifs, c'est des soins qu'on donne à des patients atteints d'une maladie potentiellement mortelle, donc des patients qui vont soit terminer vers des soins palliatifs ou terminer vers une guérison ou encore une rémission. Donc, nos données probantes étaient très importantes aussi. On sait tout d'abord que le cancer, c'est une maladie chronique. Donc, quand on a le cancer, on l'a, puis on reste avec ce diagnostic-là jusqu'à la fin de nos jours. Et ce qu'on a fait aussi pour appuyer nos dires, c'est qu'on a, nous aussi, mis en place la présence de nos patients partenaires. Des patients, des familles qui ont été questionnées, 10 au total, et on a posé des questions à savoir leur expérience et leurs besoins face au cancer lorsqu'on leur présente le diagnostic. Et aussi, on savait que dès qu'on mettait en place des soins palliatifs tôt, on améliorait de façon importante la qualité de vie du patient. Et ça, c'est des données probantes qu'on a prises dans les études. On sait aussi que 86% des patients atteints de cancer n'ont pas accès à des soins palliatifs. Des soins palliatifs comme la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Et les patients ayant une maladie chronique qui pourraient bénéficier de soins de gestion, de soins de soutien, plutôt dans leur parcours aussi, c'est ce qui est important pour nous. On a sorti nos données aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On savait que 35% des décès étaient dus au cancer, si on compare à 30% au Canada. Donc, la première chose qu'on s'est posée comme question aussi, on voulait que notre projet soit porteur, puis que notre projet soit adopté par les patients. Puis comme on savait que le mot soins palliatifs était un peu péjoratif, on a décidé, nous, d'offrir des soins d'accompagnement, ce qui en soi est exactement ce qu'on offrait aux patients. Donc, les patients ont eu des soins d'accompagnement, des soins de prise en charge, et c'est ce qu'on a fait. Puis, tous les patients qui ont l'horaire dans le GMF Les Myrtilles-du-Lac ont adhéré au programme. Ce que ça a nécessité, ce projet-là, c'est premièrement du réseautage. Tout d'abord, nous avons mis en place une infirmière très ferrée en soins, en chimiothérapie, en soins palliatifs aussi. Donc, cette infirmière-là était notre infirmière pivot qui permettait à nos infirmières de pouvoir se référer. On a mis aussi en place une formation pour ces infirmières-là. Ces infirmières-là ont eu une formation d'environ 14 heures, ce qui leur a permis de rencontrer les patients, de les questionner aussi, de vérifier l'échelle de stress, etc. Donc, je vais aller un petit peu plus court dans la formation. Cette formation-là aussi a été modulée tout au long de notre projet, parce que notre projet a évolué et a été modifié tout au long, en lien aussi avec des questionnements qu'on a fait auprès des médecins
les questionnements qu'on a fait auprès des infirmières, la durée d'intervention auprès du patient, parce que ce que les médecins trouvaient un peu dommage, c'est que les patients étaient rencontrés très, très, très longtemps, alors que on empiétait aussi sur du temps pour d'autres maladies chroniques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint nos rencontres pour en venir à une rencontre qui était l'équivalent d'une rencontre d'un patient, première rencontre pour un diabète. Donc, on s'est dit, si on traite le cancer comme une maladie chronique, il faut le traiter aussi comme une autre maladie chronique. Puis on s'est assuré que le délai était respecté, ce qui a satisfait les médecins et permis une meilleure adhésion à ce projet-là. Dans notre cas, dans les résultats qu'on a eus, on a eu 53% des patients du GMF qui ont eu un diagnostic de cancer qui ont été pris en charge par nos infirmières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans beaucoup de cas, le diagnostic a été donné par un médecin spécialiste. Et comme nous n'avions qu'un seul GMF à ce moment-là, qui faisait partie du projet Accept, nous ne pouvions pas demander aux spécialistes qui sont la plupart du temps dans un autre territoire que le nôtre, d'adhérer à ce projet-là et de commencer à poser la question, est-ce que vous faites partie du GMF, les Myrtilles du Lac? Sinon, ils ne pouvaient pas accéder à notre projet. On attendait que notre projet soit un peu plus déployé dans la région. Et les patients ont été contactés, dans tous les cas, dans un délai de moins de 10 jours par l'infirmière. La plupart du temps, dans un délai de moins de 3 jours. 100% évidemment des patients ont été questionnés en lien avec la satisfaction par rapport aux soins. Et puis, 100% des patients ont noté une satisfaction. Les familles aussi ont été questionnées. Les familles étaient très satisfaites aussi. Ce qui fait que notre projet est pérenne, c'est que tout d'abord, on l'a présenté à la direction du CIUS, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le CIUS, c'est maintenant, ça regroupe tous les territoires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On l'a présenté aussi au CA du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on l'a présenté au département régional de médecine générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui représente un groupe de médecins qui sont les représentants de chacun des territoires, ce qui équivaut à environ 330 médecins de famille. L'adhésion à un tel projet a créé un engouement pour ces gens-là, et ce qui fait que lorsque nous avons été prêts à pouvoir déployer le projet, ça a été quand même relativement facile. J'ai été celui qui a été l'intervenant auprès des médecins pour permettre la mise en place de ce projet-là. Évidemment, le projet aussi a été présenté aux infirmières. Il a été présenté au niveau régional, au niveau de notre région, aux infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a eu un accueil favorable. Il a été présenté aussi à l'Ordre des infirmières du Québec dans un contexte de concours où ils choisissaient un projet novateur, un projet en lien avec les infirmières, les travailleurs sociaux, les médecins, un projet où il y avait plusieurs intervenants. Nous avons gagné une bourse de 230 000 $ pour nous permettre de déployer le projet à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce que nous faisons actuellement. Actuellement, nous en sommes sur les territoires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'en reste qu'un seul. Il ne reste que le territoire de Chicoutimi où nous pourrions mettre en place notre projet. Les médecins de Chicoutimi attendent avec impatience qu'on déploie notre projet, mais évidemment, nous avons une infirmière qui est chargée de projet qui doit s'occuper de mettre les projets en place un à un. Donc, le projet se déploie facilement et l'adhésion des médecins est très bonne. Ce qui est important aussi quand vous allez déployer votre projet, c'est toujours la façon dont on aborde le sujet et les personnes qu'on rencontre. Donc, on ne dit pas les mêmes choses aux médecins qu'on dit aux infirmières. Et c'est bien important de se concerter à ce niveau-là et d'être capable d'amener les choses de façon correcte. Les autres personnes qu'on a rencontrées, on a présenté notre projet aussi au Dr Latreille, qui est au ministère de la Santé et des Services sociaux, le médecin responsable en cancer au Québec.
Nous avons aussi présenté notre projet au journal locaux et au journal de la région. Journal qui a été lu par le ministre de l'époque, qui était le ministre Couillard, qui nous a écrit une lettre pour nous rencontrer et qui avait fait une demande à ce moment-là que notre projet soit mis en place, mais à une échelle plutôt provinciale. On attend toujours des nouvelles. Évidemment, on n'a plus le même ministre, mais on a eu des contacts aussi avec la ministre de la Santé actuelle. Les autres personnes qui ont été rencontrées, c'est que nous avons présenté notre projet aussi à Bordeaux, en France. C'est un projet infirmière, un congrès infirmière, pardon. Il y avait beaucoup de participants. C'est 2 infirmières du groupe qui sont allées présenter. Actuellement, la Suisse nous a demandé notre boîte à outils et la France. Ils semblent vouloir mettre en place le projet dans leur région. Dans leur pays, pardon. Et nous allons présenter aussi en mai au Collège québécois des médecins de famille sur les projets novateurs en groupe de médecine de famille. Moi et Sylvie Massé, une des 3 infirmières qui travaillaient avec moi sur le projet ACCEPT. Nous avons développé aussi avec force, on parlait de culture organisationnelle, on parle de réseautage, on parle de philosophie de changement. Actuellement, le projet ACCEPT fait l'objet d'un projet de recherche avec Mme Dominique Tremblay de l'Université de Sherbrooke. Il porte le même nom d'ailleurs. Dominique Tremblay aussi fait un projet de recherche dans notre GMF sur les transitions de soins en cancer qui s'appelle Moreau, à laquelle mon GMF participe. Et on participe aussi à un autre projet de recherche. Je vous dirais qu'avant ACCEPT, dans mon GMF, il n'y avait pas eu de projet de recherche de fait jusqu'à maintenant. Depuis qu'on a mis en place ACCEPT, je suis arrivé avec d'autres projets. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi d'ailleurs, mais mes confrères m'ont dit de leur donner un petit peu de temps. Ils trouvent que j'arrive avec trop de projets à la fois. Et je pense qu'on est mieux de faire des petits pas qui vont fonctionner, que d'en faire trop. On est à terminer le déploiement au niveau régional. Ce à quoi on s'attaque, c'est au niveau provincial bientôt. On pense qu'avec le Collège québécois des médecins de famille, où vont être présents, évidemment, les gens du collège, le ministère de la Santé, la Fédération des médecins, des praticiens, des infirmières, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de gens en place et on va pouvoir créer un réseau de contacts pour essayer de faire en sorte que notre projet puisse aller plus loin que juste au niveau régional. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet-là, en le présentant comme un projet d'accompagnement, a été accepté par 100% des patients. Moi, je fais de la médecine, puis je suis des patients aussi atteints de cancer. Et on avait déjà un programme de soins palliatifs, mais fin de vie. Et ce que ce projet-là a fait, c'est que moi, j'ai eu quand même plusieurs patients qui ont participé au projet, parce que le projet a continué après force, évidemment. Et je vous dirais que tous les patients qui ont malheureusement mal évolué au niveau de leur cancer, qui ont terminé en fin de vie, lorsque je leur ai présenté l'option d'avoir un accompagnement, mais fin de vie, 100% des patients ont accepté la journée même. Alors que dans le passé, j'avais quand même des refus. J'avais des gens qui ne se sentaient pas prêts. Ça met la table pour les soins d'accompagnement. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce projet-là arrive avant la chimio et la radiothérapie et suit aussi la chimio et la radiothérapie. Puis ce que les infirmières nous ont dit, puis qui les ont vraiment réconfortés, entre autres les infirmières en chimio-onco, c'est qu'effectivement, oui, je ne suis pas vraiment médiapositive, désolé, vous pouvez les lire, mais en chimiothérapie, les infirmières étaient un peu mal à l'aise de laisser les patients lorsque le traitement était terminé. Et maintenant, elles savent que les patients vont pouvoir être pris en charge par notre infirmière du GMF qui prend en charge maintenant nos patients atteints de cancer.
et qui les prend dès le début et vers la fin. Les liens ont tous été faits avec les infirmières pivots. Les liens ont tous été faits aussi avec les travailleuses sociales, avec les nutritionnistes, avec les kinésiologues, avec les psychologues. Donc, le patient qui a un besoin, les travailleuses sociales, donc le patient qui a un besoin, que ce soit pour lui ou pour sa famille, on est capable de répondre à leurs besoins actuellement avec ce projet-là. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais c'est quand même, je pense que ça répond quand même au fait, à la pérennité de notre projet qui actuellement est en expansion et déployé à travers le Québec, devrait être déployé aussi en France, en Suisse. On avait aussi un appel de la Nouvelle-Écosse qui nous avait demandé notre boîte à outils que nous leur avons fournie après notre projet Force. Et j'oubliais d'ailleurs, ce qui nous a permis aussi d'avoir une bonne lancée, c'est que nous avions présenté aussi notre projet à la Fédération canadienne d'amélioration des soins de santé à l'innovation et nous avions gagné un prix Innovation Cancer 2017, ce qui a lancé notre projet aussi. Alors, c'est important de parler de votre projet. C'est important de faire des liens avec les directions, avec les médecins, avec les infirmières. Il faut que vous soyez capable de mettre d'emblée la table et de savoir quels sont vos intervenants qu'il faut pour rencontrer pour être capable d'en arriver à vos objectifs. Donc, je m'arrêterai là pour ma présentation. Les diapositives ne sont pas tout à fait à jour parce qu'il y a eu des changements depuis qu'on a fait les diapos en lien avec les prochaines étapes. On a eu notre réponse, oui, le symposium est là. Donc, on avait eu notre réponse pour le symposium à venir en mai 2019 pour le Collège québécois des médecins de famille. J'espère que ça a répondu aux attentes de la Fédération canadienne concernant la présentation. Merci. Christine Quinn. Merci beaucoup, Dr. Boudreau, pour cet exposé. C'est vraiment formidable de pouvoir confronter ainsi deux expériences, l'expérience de deux équipes. Je vous rappelle je rappelle aux participants qu'ils peuvent saisir leurs questions dans la boîte de dialogue, questions au sujet du projet ou au sujet du processus. Alors nous allons vous donner quelques instants pour saisir vos questions. Mais moi je voudrais m'arrêter sur des thèmes communs au niveau de l'expérience de nos deux conférenciers invités. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est la façon dont vous avez tous deux souligné le fait que vos projets ont évolué au fil du temps. Et ça, je crois que c'est très, très important de se rappeler cela. Il s'agit d'adapter et d'adopter. Et vous avez tous deux évoqué la nécessité d'assurer la liaison avec des parties prenantes clés. Donc ça, c'est très important. Connaissez vos parties prenantes. Sachez avec qui vous devez établir des contacts. Prenez le temps d'investir dans ces relations, d'établir ces liens. Alors, je vais donner peut-être quelques instants aux participants pour saisir leurs questions. Si vous voulez poser des questions plus tard, nous pourrons y revenir. Si vous avez une question pour l'une ou l'autre des deux équipes. Alors, j'espère que vous pouvez commencer à voir comment ces éléments s'imbriquent, l'évaluation de la préparation, l'outil de pérennisation et la planification de la diffusion. Donc, on commence par la finalité, déterminer l'objectif de diffusion, puis assurer la correspondance avec les priorités stratégiques, évaluer la préparation, choisir une approche et puis élaborer un plan d'action. Donc, les messages clés retirés de cet exposé. Investissez dans la compréhension de votre point de départ.
comprenez où vous en êtes et planifiez avec votre but ultime en tête. Utilisez les outils dans votre boîte à outils. Vous avez un outil de planification à long terme, vous avez des évaluations du degré de préparation, vous avez des outils d'évaluation de la préparation. Alors donc, soyez honnêtes, évaluez, réévaluez, utilisez ces outils dans la planification. Il ne s'agit pas d'avoir un score parfait, il s'agit d'utiliser cette information. Savoir, c'est pouvoir. Et puis, en tant que dirigeant, vous-même, revenez à cette idée de la pyramide du changement qui a été évoquée au début de ce webinaire. Demandez-vous constamment comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce qu'il est bon de faire soit également facile à réaliser. Donc, je m'arrête encore au cas où il y aurait des participants qui souhaiteraient poser des questions. Eh bien, en attendant, je vais donner la parole à Linda Piazza. Linda Piazza. Eh bien, je saisis l'occasion de vous rappeler tout ce qui nous attend de formidable au mois de juin. Donc, le dernier webinaire de contenu sera le 8 mai à midi. Rappelez-vous que votre présentation finale et votre vidéo amusante doivent être remises le 3 mai. Nous avons hâte d'en savoir davantage sur les progrès que vous avez réalisés. Il y a peu de temps, vous auriez dû avoir reçu des informations pour prendre vos dispositions de voyage et vous inscrire pour votre hébergement au mois de juin. Date limite 3 mai. Le rapport définitif doit être remis le 23 août. Vous nous avez fourni plusieurs rapports au fur et à mesure du programme Force. Le rapport définitif va faire la synthèse de tout ce que vous avez fait jusqu'ici sous forme narrative. Vous allez pouvoir raconter votre amélioration, votre progression. Adressez-vous à votre formateur si vous avez des questions au sujet de ce rapport. Nous avons hâte de vous voir à la réception du midi le 12 juin avec la cohorte 15. Nous pensons que notre nouvelle cohorte Force, de boursiers Force, appréciera beaucoup de vous rencontrer et d'en savoir davantage sur vos projets d'amélioration et vos expériences au sein du programme Force depuis 14 mois. Je vois que quelqu'un est en train de saisir une intervention ou un commentaire. Bon, alors si rien ne s'affiche, en tout cas, vous pouvez nous envoyer des questions si vous voulez, nous allons vous revenir. Nous allons peut-être passer donc à la question sondage. Donc je saisis l'occasion, pendant que vous répondez au sondage, de remercier Christine Quinn pour un excellent travail d'animation. Je remercie également Mélanie Dubé et le Dr Roberto Boudreau d'avoir bien voulu accepter de participer à ce webinaire et de nous faire part de leurs expériences. Ce sont autant d'occasions d'apprentissage. Merci à nos productrices, Kelly et Sheena, qui travaillent très fort en coulisses pour assurer le bon déroulement de nos webinaires. Merci à Claudine d'avoir animé notre boîte de dialogue en français. Et merci bien sûr à toutes les équipes de Boursiers Extra pour votre participation aujourd'hui et pour tout le temps et l'énergie que vous avez consacré au programme. Ce fut un plaisir que de travailler avec vous pendant votre projet de mise en œuvre. J'ai hâte de vous voir tous ensemble au mois de juin lorsque nous nous réunirons pour vous entendre décrire vos résultats. Je vous donne encore quelques instants pour répondre à l'évaluation. C'est très très important pour nous puisque les résultats nous permettent de préparer nos webinaires futurs. Voici qui conclut le webinaire. Merci et à bientôt. Le téléphoniste. Merci pour votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.